Bienvenue dans une émission consacrée à l'étrange. Une émission dans laquelle je vais vous conter des histoires sur des lieux hantés, des mystères, des légendes urbaines, des possessions et miracles, de la cryptozoologie, et de l'ufologie. Bienvenue dans Chroniques Paranormales. Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chroniques Paranormales, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 59, j'ai décidé de m'interroger sur les origines du paranormal jusqu'à notre époque actuelle. Le paranormal. Un sujet mêlant à la fois de la fascination, la volonté de comprendre, et aussi quelque part des interrogations, semant le doute, ou parfois pour certaines personnes, de la peur. Un thème qui pendant longtemps a été associé à une question que l'on se pose depuis la nuit des temps. Y a-t-il une vie après la mort ? Même si ce questionnement est toujours omniprésent à notre époque, le paranormal s'est semble-t-il élargi à d'autres sujets d'étude que la science n'arrive pas à expliquer ou qu'elle ne souhaite pas en parler. Pourquoi ? Cette simple question peut avoir, comme pour l'effet papillon, plusieurs possibilités de réponse pouvant aller des plus ouvertes d'esprit, voire aux plus restreintes d'entre elles. Partons ensemble et tentons d'apprendre et de découvrir à travers les âges, à travers chaque civilisation, leur vision voire conception de la vie après la mort. Apprenons-en plus sur les premiers pas de la recherche dans ce domaine et sur l'évolution de notre perception, sur l'éventualité d'une seconde vie après la mort, dans un monde que l'on nomme souvent l'au-delà, le royaume des esprits, le monde des invisibles. Découvrons l'histoire du paranormal. Ce serait a priori à l'âge de pierre, en pleine préhistoire, que les premiers questionnements sur une vie après la mort sont apparus. En effet, des archéologues ont découvert dans des sépultures de l'homme de Néandertal de la nourriture ainsi que des objets décoratifs qui ont sans doute servi dans la vie quotidienne. Pourquoi mettre des provisions et des objets familiers dans les tombes de leurs proches ? Il y avait peut-être déjà à ce moment-là une interrogation sur une possible vie après la mort. De plus, d'autres fouilles archéologiques ont constaté dans certaines tombes que les bras et les jambes des défunts étaient attachés et alourdis par d'énormes pierres. Nos ancêtres, qui à cette époque vénéraient les esprits de la nature comme des dieux, devaient forcément craindre que si on ne leur apportait pas suffisamment d'offrandes, alors peut-être que par colère, ces derniers, pour les punir, pouvaient très bien faire revenir à la vie les défunts. Ces révélations sur la possible existence d'une vie après la mort au temps de la préhistoire sonnent peut-être comme le commencement de ce que nous appelons aujourd'hui le paranormal. Mais justement, quelle est la vision de ce dernier auprès de d'autres époques et civilisations du monde ? On a pu constater chez les Minoens, qui sont un peuple qui aurait vécu environ 3500 ans avant Jésus-Christ, comme pour les hommes préhistoriques, des objets qui ont appartenu de leur vivant et qui ont servi quotidiennement dans des sépultures, mais aussi des statuettes de leur divinité. Il était tout aussi important pour les Minoens de retrouver pour leurs défunts ce qu'ils ont vénéré. Mais par la suite, on a découvert que ce peuple de l'île de Crète vouait un profond culte pour les morts dans la mesure où on a retrouvé à proximité des tombes des offrandes faites aux dieux, mais aussi de l'encens et des résines aromatiques. Il y a bel et bien une preuve d'un rituel en l'honneur de la mort, d'autant plus que certains détails décoratifs que l'on a vus sur des sarcophages minoens semblent montrer un lien avec le monde des morts. Le peuple des Mycéniens, qui ont vécu vers 2000 ans avant Jésus-Christ, sont les aïeux des Grecs. En effet, ces derniers vénéraient des dieux que l'on a attribués aux Grecs, comme par exemple Zeus ou Poséidon, pour ne citer que. On a pu constater chez cette civilisation que les morts sont traités avec grand soin, car les tombes sont implantées en plein cœur des palais et des villages, et elles sont incrustées de pierres précieuses telles que l'or ou encore l'argent. Ce peuple a apporté à travers leur sépulture la conception de clan de la famille d'un individu, avec bon nombre de dirigeants mycéniens qui ont été enterrés dans des puits d'une profondeur sans précédent.
Du côté de la Grèce antique, les rites funéraires se déroulaient volontairement la nuit, afin de ne pas déranger les dieux. Tout un cortège composé de la famille du défunt et de femmes jouant le rôle de pleureuses accompagne le mort jusqu'à sa dernière demeure. Il était également coutumier, avant d'enterrer quelqu'un, de lui mettre une pièce dans la bouche. Une fois la mise en tombeau, et selon les légendes de la mythologie grecque, l'âme du défunt est guidée par Hermès, jusqu'à l'entrée du royaume des morts dirigé par le dieu de l'enfer, Hadès. Hermès a pour but de convaincre les âmes défuntes de mener un long voyage sans retour possible vers le monde des morts, jusqu'à la limite entre les deux mondes, soit le fleuve que l'on nomme Styx ou encore Acheron. De là, c'est le nocher Charon qui, avec sa barque, assure la traversée jusqu'au royaume d'Hadès, à condition que le défunt ait conservé ce qui lui a été donné lors de ses funérailles. Si les morts n'ont pas la pièce, ils doivent attendre 1 siècle avant d'effectuer la traversée. Une fois cette dernière effectuée, le défunt se dirige vers la porte de l'enfer gardée par le chien à 3 têtes Cerbère, qui a pour objectif d'empêcher toute personne vivante de pénétrer dans le monde des morts et aussi de s'assurer qu'aucune évasion des défunts ne soit effectuée. Une fois l'entrée franchise, le défunt arrive vers un vestibule qui est un lieu de jugement où les 3 juges infernaux qui sont des fils de Zeus nommés Minos, Éaque et Rhadamande l'attendent afin d'évaluer la vie de ce dernier. Du côté du monde des vivants, si j'ose dire ainsi, la famille du défunt se rend régulièrement sur sa tombe, soit pour faire des offrandes, ou exercer des sacrifices afin d'empêcher que le fantôme de leurs proches vienne les tourmenter. Du côté du voisin les Romains, ils n'accordent pas autant d'importance à l'au-delà, mais ils ont décidé par respect aux morts de les honorer par des offrandes quotidiennes qui permettent d'entretenir avec eux de bonnes relations et d'éviter leur courroux. Des festivités ont même été mises en place afin de venir rendre pacifiquement visite aux défunts. Elles durent 9 jours et ont lieu du 13 au 21 février de chaque année. On les appelle les parentalis. Elles comportent durant cette période plusieurs hommages, des sacrifices et des repas familiaux. Les portes du temple ainsi que la ville en elle-même sont laissées aux mânes. La fin des parentalis correspond au dernier mois du calendrier romain. Il paraîtrait, selon la légende de la mythologie romaine, que ces festivités ont été oubliées une année et que les morts dans un excès de rage sont venus troubler les vivants dans leur sommeil. Et les morts furent d'ailleurs soutenus par les dieux pour punir les vivants qui ont donc déchaîné plusieurs épidémies et catastrophes naturelles. Ce jour a suffi pour les rares survivants à se rappeler de leurs devoirs. Cependant, les Romains ont bon honoré les défunts, ils préfèrent construire les nécropoles en dehors de leur ville et durant 3 jours dans l'année, des rituels contre les mauvais esprits sont organisés afin de les chasser des maisons. Ainsi, un homme jette en pâture des fèves à ceux que l'on nomme les murs pour que ces derniers s'en nourrissent et épargnent les vivants. Prenons à présent la direction du continent africain chez le peuple égyptien. Quelle est leur conception sur la vie après la mort ? Leur attitude semble démontrer que les croyances sur la mort d'une personne sont axées sur le fait que c'est une interruption temporaire, donc, en d'autres termes, les Égyptiens sont ouverts sur la question de l'immortalité. De plus, aussi bien dans la vie comme dans la mort, on vouait un culte immense aux dieux. Ainsi, lorsqu'une personne vient à mourir, on la momifiait afin qu'un jour son âme vienne réintégrer son corps. On y déposait aussi dans la tombe du défunt des objets qui ont servi dans sa vie quotidienne, de la nourriture. On y déposait aussi des boissons sur des tables qui servent d'offrandes destinées aux dieux, des textes funéraires pour aider l'âme dans son voyage vers l'au-delà, et aussi le chat pour lui tenir compagnie, qui n'échappe pas non plus à la règle de la momification, et qui, en Égypte, est vénéré au même titre que les dieux. Pendant la cérémonie funéraire, les prêtres pratiquaient l'ouverture de la bouche, un rituel complexe dans lequel on procédait à une purification de l'âme. On y récitait des incantations et où on y appliquait des onctions. La momie est également touchée par des objets qui, semble-t-il, auraient la capacité de redonner dans la mort du défunt la sensation des 5 sens. Généralement, ce rituel était à la base destiné aux plus grands monarques de l'Égypte. L'objectif de cette cérémonie est aussi d'éviter que le défunt se transforme en coups, qui seraient des sortes de mauvais esprits à tête d'oiseau qui s'attaqueraient aux vivants en leur transmettant des maladies ou en incorporant le corps de certains animaux pour les rendre fous de rage. Bien préparer le voyage vers l'au-delà est essentiel, d'autant plus qu'il est annoncé comme périlleux. En effet, selon la mythologie égyptienne, le défunt embarque dans une sorte de barque solaire,
et doit traverser un monde rempli de créatures étranges et effrayantes. Un monde où une majorité des dieux vivent et que l'on nomme la Droite. Une fois arrivé à la salle d'Osiris, la momie se trouve devant une balance portant le nom de pesée du cœur. C'est un lieu où l'on va juger les actes terrestres de la vie passée, de ceux du défunt. Cette cérémonie est surveillée par Anubis qui procède à la pesée et par Thoth, le dieu de l'écriture qui enregistre le résultat. On écoute la confession de la personne pendant que l'on pèse son cœur d'un côté du plateau et une plume symbolisant la déesse de la vérité et de la justice nommée Mat sur l'autre côté. Si le cœur avait le même poids que la plume, alors le défunt avait le droit à l'immortalité. Mais s'il était plus lourd, alors il sera dévoré par la déesse Amémet. Lorsqu'un pharaon réussissait le test, il pouvait fusionner avec le dieu Osiris et obtint le droit de séjourner avec les autres dieux au paradis en traversant en leur compagnie sur une barque solaire le monde inférieur. Si nous prenons à présent la direction du continent asiatique pour découvrir les croyances de la vie après la mort, au Moyen-Orient, chez les Sumériens en Mésopotamie, que pouvons-nous constater ? Eh bien, la vie post-mortem chez les Sumériens, dans le peu de textes écrits faisant mention de cela, montre que ces derniers s'interrogeaient sur le devenir de l'homme après la mort. Ainsi, la vie après la mort serait une série d'étapes à franchir pour les défunts ou un simple renouvellement des existences. Vous l'aurez compris, on dispose de très peu d'informations sur ce sujet chez les Sumériens. Faisons un petit bond dans le temps pour nous intéresser à la conception de vie après la mort dans les civilisations précolombiennes telles que les Incas, les Mayas et les Aztèques. Pour les Mayas, la mort est quelque chose qui n'est pas naturel. Lorsqu'elle intervient, cela signifie que les dieux étaient affamés de sang et qu'il fallait pour éviter leur colère les nourrir. Pensant pouvoir calmer les dieux, les Mayas décidèrent de sacrifier des animaux, des prisonniers et ou esclaves issus de guerres avec d'autres tribus d'Amérique, et des enfants reconnus comme illégitimes pour prélever leur sang, servant d'offrande pour les dieux. En ce qui concerne les rites funéraires, une personne ordinaire était enterrée sous le plancher de sa maison avec ses effets personnels, et on mettait dans sa bouche de la nourriture et une perle de jade symbolisant la vie après la mort. Les nobles étaient quant à eux incinérés, et en ce qui concerne les seigneurs, il arrivait parfois que leur tête soit momifiée et que le peuple se devait régulièrement de la nourrir. Du côté des Incas, la mort est une conséquence naturelle de la vie. On a retrouvé dans certaines sépultures des corps en position fétale, car pour les Incas, cette position symbolise le commencement de la vie. Pour les rites funéraires, on accordait de l'importance au lavage et à l'habillement du corps, et des lamentations et des danses rituelles furent mises en place pour accompagner le défunt vers l'autre monde. Les Incas pensaient également que dans un corps il y avait deux âmes. L'une d'entre elles se détacherait du corps pour rejoindre les autres âmes, et l'autre âme restante dans le corps pour préserver ce dernier. L'enterrement chez les Incas est identique à celui des Égyptiens. Du côté des Aztèques, la majorité des personnes étaient incinérées, et pendant la crémation d'un défunt, il était fréquent de voir de la nourriture brûlée en offrande pour leur dieu, mais aussi des chiens, car le dieu de l'enfer chez les Aztèques est représenté avec une tête de chien. Les dirigeants étaient incinérés avec un masque de pierre ou de turquoise. Le peuple avait pour obligation de continuer à brûler des offrandes pour leur dieu, même 80 jours après la crémation de leurs proches, afin que ces derniers ne reviennent pas les hanter. Cependant, des découvertes récentes ont indiqué chez ces trois peuples d'Amérique que leur rite funéraire était particulièrement barbare dans la mesure où on a retrouvé des corps d'enfants emmurés vivants qui ont servi comme sacrifice aux dieux. Maintenant que vous avez une idée de la conception de vie après la mort à travers chaque peuple et chaque continent, je sais que vous allez vous poser cette question. Comment a évolué la mentalité des gens sur ce que nous appelons aujourd'hui le paranormal? Et existe-t-il des écrits faisant mention d'apparitions d'esprits ou de d'autres formes d'étrangeté? Découvrons cela ensemble. Comme je vous l'ai longuement expliqué, le paranormal à la période de l'Antiquité à travers le culte de la mort a longtemps été vénéré comme une religion, si j'ose dire. Mais y avait-il vraiment des fantômes et existait-il à ce moment-là des médiums? Alors, bien sûr, on ne peut pas affirmer que les fantômes existent, mais il y avait déjà effectivement des histoires de maisons hantées ou de légendes à leur sujet.
l'épopée de Gilgamesh est, semble-t-il, la plus ancienne et la toute première histoire de fantômes. En effet, ce récit fut écrit vers l'an 2000 avant Jésus-Christ sur des tablettes d'argile, et elle raconte l'histoire des aventures du héros principal et de son meilleur ami qui a la particularité d'être un fantôme apparaissant sous la forme d'une ombre transparente. Un autre témoignage nous a été rapporté par l'auteur grec Pline le Jeune dans une de ses fameuses lettres, dans laquelle il raconte qu'un jour il a fait l'acquisition d'une maison réputée hantée par l'esprit d'un défunt vieillard et qu'avec son ami, le philosophe Athénodore, ils furent tous les deux témoins d'étranges phénomènes. Même l'Odyssée d'Homère narre le fait qu'Ulysse dans ses aventures a été surpris en train de dialoguer avec des entités. Quant à l'existence des médiums, il semblerait que du côté des Romains il y avait déjà une volonté de prédire l'avenir, en étudiant des cadavres d'animaux sacrifiés lors des offrandes ou en utilisant des livres sibyllins qui sont un recueil d'oracles. Les oracles peuvent être considérés comme quelque part les premiers médiums, dans la mesure où selon la mythologie gréco-romaine, ce sont des personnes qui recevaient des messages de la part de divinités, ou pourquoi pas d'entités. Passons à présent plusieurs siècles pour nous intéresser à la vision du paranormal à l'époque du Moyen-Âge. Contrairement à l'Antiquité, c'est un sujet qui interpelle et fascine moins les personnes dans la mesure où il fut bien souvent associé au satanisme et à la sorcellerie, qui sont les deux choses que combattèrent l'Église. De nombreuses rafles ont été organisées pour arrêter, juger et condamner à mort toute personne suspectée d'hérésie. Et avec la montée en puissance du catholicisme qui explique que si quelqu'un vient à s'intéresser au monde des esprits défunts, alors ce dernier se verrait interdire l'accès vers le paradis, on peut ainsi aisément comprendre qu'à cette période de l'histoire, le paranormal est un sujet que l'on préfère éviter. Ainsi, parmi les victimes de l'Église considérées comme hérétiques, on y trouvait des voyants, des personnes ayant des états de conscience modifiés ou des formes de transe s'apparentant à de la possession, et pour lesquels des exorcismes publics ont été pratiqués pour montrer la puissance de l'Église. La sentence pour ces personnes pouvait aller jusqu'à être brûlées sur un bûcher, voire, dans certains cas, être condamnées à une damnation éternelle. Si l'on compare avec la Renaissance, il n'y a pas de grande différence avec le Moyen-Âge en ce qui concerne l'intérêt pour les fantômes. Néanmoins, il y a une catégorie qui, à ce moment-là, est en plein essor, l'astrologie. Elle existe depuis l'époque des Chaldéens et son objectif est de tenter de prédire l'avenir de l'homme par l'étude des astres. Très prisée par les Grecs et les Romains durant l'Antiquité, elle commence à grandir dès le Moyen-Âge, notamment grâce à l'arrivée de l'imprimerie permettant la diffusion de plusieurs ouvrages et par des consultations avec des souverains. Mais c'est à partir du XVIe siècle que l'astrologie connaît une sorte d'âge d'or, notamment grâce au soutien de médecins qui croient fermement qu'il y a un lien entre l'homme et l'univers. Mais c'est grâce à une personne qu'on a pris très au sérieux l'astrologie. Il s'agit de Michel de Nostredame, dit Nostradamus. Ce médecin astrologue est connu pour ses prophéties énigmatiques publiées en 1555 et qui ont fait l'objet de plusieurs rééditions jusqu'à nos jours, et pour être un spécialiste dans l'art de décrypter des messages en rapport avec les corps et les astres. Il fut aussi le protégé de la reine-mère Catherine de Médicis, qui le consulta régulièrement. Cependant, à partir du XVIIe siècle, la révolution scientifique éclate et elle va complètement dissocier l'astrologie des autres domaines de la science. Pendant la période du roi Soleil Louis XIV, elle va connaître des dérives vers des pratiques occultes, voire criminelles. À partir du XVIIIe siècle, elle va se transformer dans un courant ésotérique, l'illuminisme, qui a permis de découvrir le somnambulisme magnétique, qui est une sorte d'état de conscience modifié. La voyance d'un point de vue général, étant de nouveau ancrée dans la science, plonge alors de plus en plus dans l'occultisme. Toutefois, les témoignages de personnes sur des cas d'apparitions fantomatiques ne manquent pas. En effet, pour donner un exemple, un célèbre auteur français du nom de René de Chateaubriand, connu pour l'écriture de son livre nommé Mémoires d'outre-tombe, raconte avoir vécu des phénomènes paranormaux dans le lieu où il a passé une bonne partie de son enfance, le château de Combourg. Il raconte que ce dernier serait hanté par l'esprit d'un homme à la jambe de bois qui est souvent accompagné par un chat noir. Certaines recherches ont été menées afin de découvrir qui pourrait être cette mystérieuse entité. Selon certaines personnes,
Ce serait l'âme de l'ancien comte de Combourg répondant au nom de Malotроy Auguste, qui a perdu l'usage d'une jambe après avoir reçu un boulet de canon lors de la bataille de Malplaquet en 1709. Véritable témoignage ou travail d'esprit imaginaire, à vous de faire votre jugement. Si nous nous concentrons à présent sur la période du 19e siècle, en ce qui concerne le paranormal, on constate que ce dernier était vraiment en plein âge d'or à cette époque, et c'est également là aussi que les toutes premières recherches dans ce domaine ont été effectuées. En effet, la guerre de sécession aux États-Unis, qui a duré de 1861 à 1865, fait partie des plus meurtrières de l'histoire de ce pays, avec un total de pertes humaines estimé à environ 360 000 morts. Et les familles des victimes ont commencé à se poser des questions sur la possibilité que même après la mort, l'âme continuerait d'exister. À partir de ce moment-là, et afin de tenter de répondre à certaines interrogations, des métiers, si on peut parler ainsi de médiums, ont été créés avec des personnes qui auraient cette capacité d'entrer en contact avec les âmes défuntes par différents procédés. Certains peuvent par exemple les voir, d'autres les entendre, ou encore ressentir la douleur que ces derniers ont eue avant de mourir, pour donner quelques exemples. Les gens de cette époque ont ainsi développé une sorte de fascination pour tout ce qui touche au monde des esprits, mais aussi une relative crainte, voire du scepticisme. Ainsi, on assiste à une forte apparition de photographies dites post-mortem ou photographies funéraires dans lesquelles on photographiait les personnes décédées afin que les familles en deuil puissent conserver un souvenir de leurs proches. Cette pratique sera courante dans les pays européens et américains jusqu'au tout début du XXe siècle. C'est également au cours de ce siècle qu'est née la doctrine ou la science occulte, selon votre avis, du spiritisme, qui est fondée sur la croyance que certains phénomènes paranormaux sont le moyen pour des entités de l'au-delà d'entrer en contact avec les vivants. La pratique du spiritisme a été popularisée par le fait que les demandes de consultation auprès de médiums étaient beaucoup trop importantes, que certaines personnes ont profité de se proclamer médium sans avoir de capacité pour satisfaire cette dernière et leur intérêt personnel. Lassés de faire face à des escrocs ou des charlatans, beaucoup de personnes tentèrent alors par eux-mêmes d'entrer en contact avec leurs proches défunts. Le cas des sœurs Fox en 1848 aux États-Unis a fortement fait parler de lui du fait que ces dernières, connues pour pratiquer leurs séances de contact à l'aide de tables tournantes, ont obtenu pas mal de résultats. Néanmoins, il se dit que l'une d'entre elles aurait un jour avoué que tous les phénomènes dont elles ont été témoins sont faux. Que devons-nous en conclure ? Libre à vous de forger votre opinion. C'est à partir de 1857 en France que Allan Kardec va faire évoluer cette doctrine en incluant ses recherches à des phénomènes de magnétisme et d'hypnose. Il a mené des études à la suite d'observations effectuées lors de réunions médiumniques. Après avoir effectué une analyse de ces supposés phénomènes, il a rédigé plusieurs travaux de synthèse tels que le livre des esprits ou le livre des médiums, pour citer quelques exemples, qui tentent à démontrer pour Allan Kardec que le spiritisme doit être compris comme une sorte de philosophie plutôt qu'un ou plusieurs moyens d'entrer en contact avec l'au-delà. On a également assisté à l'émergence de la parapsychologie, un domaine d'étude regroupant plusieurs disciplines et dont le but est d'expliquer certains phénomènes par une méthode expérimentale incluant une interaction avec notre environnement et notre psychisme. Elle est cependant vue par la communauté scientifique comme une sorte de pseudo-science. Les phénomènes portent le nom de psy et sont classés en deux catégories. Les perceptions extrasensorielles, comme la télépathie ou la clairvoyance, et la psychokinèse. Cependant, comme pour les spirites, elle a fait aussi l'objet de pas mal de fraudes. Enfin, c'est aussi au cours de ce siècle que sont intervenus ce que nous appelons des chasseurs de fantômes. Pour ma part personnelle, je préfère parler d'explorateurs de l'au-delà ou de l'invisible. En effet, c'est à Londres en 1862 que fut créée une société réunissant des gentlemen passionnés de paranormal et qui ont mené des enquêtes dans ce domaine. Elle porte le nom de Ghost Club et certaines personnalités prestigieuses de cette époque, comme par exemple Charles Dickens, en ont fait partie.
mais c'est sous la houlette de Harry Price, qui au départ était un passionné de magie et d'illusionnisme, que le Ghost Club va connaître ses heures de gloire. De nombreuses affaires comme le presbytère hanté de Borley ou encore le cas de possession d'Eleanor Tsugun ont fait grandir la renommée de Harry Price dans le paranormal. Il traquait aussi sans relâche les charlatans de ce milieu en révélant leur travail de faussaire au grand jour. Pour conclure nos constats sur cette période dorée du paranormal, nous avons appris que Thomas Edison, connu pour être l'inventeur entre autres de l'ampoule électrique ou encore de la redoutée chaise électrique, a également fait partie du Ghost Club. Il a même travaillé sur un projet visant à démontrer que les esprits sont constitués de particules et que lorsque ces dernières se rassemblèrent, cela pouvait former des esprits. Il a tenté de concevoir une machine qui pourrait permettre d'entendre et de voir les esprits. Hélas, il n'a jamais pu aboutir jusqu'au bout de son projet car il mourut peu de temps après. Il est clair que si Edison avait réussi à finir son invention, beaucoup de choses de nos jours, en ce qui concerne le paranormal, seraient différentes. Si nous regardons à présent comment était perçu le paranormal lors de périodes d'agitation comme les 2 guerres mondiales. Nous savons, comme cela a été le cas il y a de nombreux siècles en arrière, que plusieurs dirigeants ou personnalités marquantes de cette époque ont consulté des médiums de manière régulière. Par exemple, celui que l'on surnomme le père de la victoire, Georges Clemenceau, avait pour habitude de consulter Madame Freya, médium très renommée entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, qui a entre autres prédit que l'auteur Marcel Proust aurait une brillante carrière d'écrivain. Ou encore, lorsqu'elle a eu la visite du prince russe Félix Yusupov, cousin du tsar Nicolas II de la dynastie des Romanov, qu'il assassinerait de ses mains quelqu'un et qu'il aura l'impression d'avoir fait une bonne action. La victime n'est autre que le conseiller occulte de la famille impériale, Grigori Raspoutine. Enfin, elle a prédit qu'en 1939 qu'il n'y aurait pas de Seconde Guerre mondiale. Mais la suite de l'histoire lui a donné tort. On sait également que les nazis, sous la direction du maître absolu des SS, Heinrich Himmler, étaient très penchés sur toutes les questions en lien avec l'occultisme et la sorcellerie. Ainsi, la marine allemande utilisait des pendules avec des vertus magiques afin de trouver des navires britanniques pour les couler. La section SS a passé son temps à chercher l'emplacement du Saint Graal ou encore de la cité perdue de l'Atlantide. Et les nazis pensaient également qu'ils étaient les descendants, je cite, de spermatozoïdes divins d'origine extraterrestre. Même si le sujet de préoccupation de cette période des temps agités restait les guerres, les quelques exemples que je vous ai donnés démontrant que le paranormal est resté un sujet important, avec néanmoins de la discrétion. Regardons à présent, au cours du siècle dernier, comment a évolué le paranormal. On constate que le domaine de l'étrange a élargi ses champs d'horizon dans la mesure où d'autres sujets d'étude sont venus l'intégrer. Des sujets comme l'ufologie, la cryptozoologie, les phénomènes de possession et ou de miracles, les légendes urbaines ou encore certains mystères viennent donc s'ajouter à la liste des intérêts pour le domaine du paranormal. Même s'il n'y a aucun protocole d'établi dans le paranormal, les méthodes d'investigation sur les phénomènes paranormaux ont également évolué grâce au très controversé couple d'enquêteurs américains Ed et Lorraine Warren. Controversés dans la mesure où ils ne font pas forcément l'unanimité au sein de la communauté des passionnés de l'étrange. En effet, certains jugeront leurs affaires comme celles d'Amityville ou d'Enfield comme du fake, tandis que d'autres idolâtreront leurs travaux. Nul doute que les Warren ont probablement servi comme modèle d'inspiration pour certaines personnes faisant des enquêtes paranormales. Toutefois, des sujets d'études dans le paranormal ont vu le jour dans ce XXe siècle. Je vais vous citer 2 exemples. Le premier est une expérience menée en 1974 à Toronto, au Canada, par des parapsychologues faisant intervenir des passionnés du paranormal au cours d'un projet intitulé « Philippe, le fantôme imaginaire ». Une séance de spiritisme est organisée et chaque participant vont chacun à leur tour poser des questions afin d'espérer obtenir des réponses auprès d'une entité dont seul le nom a été communiqué, Philippe.
À chaque question qui a été posée, des résultats ont été obtenus par des phénomènes étranges. Les parapsychologues en ont conclu après de nombreuses observations que les résultats ne peuvent être le fruit que d'une hallucination collective et ont avancé le fait qu'il n'y ait rien de paranormal. Il y a pourtant selon moi un point noir. S'ils sont persuadés de l'autosuggestion des participants, pourquoi avoir écarté d'office la thèse qu'il pouvait y avoir possiblement un contact avec une entité? Le deuxième exemple cité est celui de la cellule itinérante de l'IFRES. C'est un prototype expérimental lancé vers les années 90, dont l'objectif est le suivant. Pendant qu'une personne est installée dans cette machine, qui produit une sorte de brume en continu tout en étant dans l'obscurité, un médium ou une personne pratique en dehors de cette dernière une séance d'écriture automatique. Des photos sont prises à intervalles réguliers dans la cellule itinérante. À la fin de l'expérience, les images analysées ont montré plusieurs visages ressortis par la brume. L'IFRES s'est-elle inspirée des travaux inachevés de Thomas Edison pour concevoir cette machine? Toujours est-il que cette expérience a créé dans la communauté des divergences, certains y voyant que des cas de pareidolie, et d'autres jugeant ces phénomènes comme authentiques et paranormaux. À notre siècle actuel, qu'est-ce qui a changé dans le paranormal? D'un point de vue objectif, on doit reconnaître que notre vision du paranormal est bercée par le petit écran et le 7e art. Durant ce dernier siècle, les sciences ont évolué d'un pas de géant. Nous avons eu une révolution technologique telle que Internet ou les mobiles, pour citer quelques exemples, qui ont amplifié le fait que le paranormal est un phénomène qui terrorise une petite minorité, mais qui fascine aussi une grande majorité de personnes. Le constat en 2018, c'est qu'il y a tellement d'informations et d'intox que les plus sensibles se forceront à croire à tout, et que les plus sceptiques à croire en rien. Moralité, gardez l'esprit ouvert. Pour conclure mes recherches, ainsi que cet épisode, je vais aborder 2 théories possibles parmi les nombreuses que l'on peut trouver dans le paranormal. La première suggère que ce que nous constatons comme étant des phénomènes paranormaux peuvent simplement s'expliquer par de l'électromagnétisme. Des études ont, semble-t-il, démontré que les lieux qui sont réputés pour être les plus hantés ont des champs électromagnétiques naturels nettement plus élevés que celui de la moyenne de notre chère et fragile planète Terre. Certaines manifestations, constatées par des détecteurs EMF et qui ont été affirmées comme étant paranormales, ont donc des explications rationnelles. La deuxième théorie que je vais exposer suggère l'idée que le monde de l'invisible, et donc au sens général le paranormal, serait un univers parallèle au nôtre. Cette théorie sur les univers parallèles a été exposée par le brillant physicien allemand Albert Einstein. Ces différents travaux ont indiqué que les voyages interdimensionnels sont possibles dans la mesure où les notions d'espace et de temps sont contradictoires, car dans 2 mondes totalement différents, il peut se produire les mêmes événements. En clair, ce que font les défunts dans leur monde, c'est exactement la même chose que ce que nous faisons dans notre monde. Merci à tous d'avoir suivi avec attention cette émission. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, cela ne coûte rien et ce simple geste récompense le travail accompli. Je vous donne rendez-vous pour un prochain volet. Pour me contacter, rien de plus simple, il vous suffit de consulter mes coordonnées. À très bientôt.